15h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Mesdames et messieurs, on commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit son homologue de la République des îles Comores, M. Ousmane Ghazali. « 45 Palestiniens tués dans des raids israéliens ciblant de diverses régions de la bande de Gaza. » Au Soudan, les forces de soutien rapide attaquent la base aérienne d'Ousmane Dinga avec les drones explosifs dans la ville de Port Soudan. À l'une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à la réussite du prochain sommet arabe à Bagdad, prévu tenu le 17 mai courant, et son soutien total à la présidence irakienne de ce sommet. Le président el-Sisi s'exprimait lors de son entretien avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irakienne, Fouad Hussein, en présence du chef de la diplomatie Badr Abdelghati. Lors de l'entretien, le ministre irakien des Affaires étrangères a remis au président el-Sisi une invitation pour assister aux travaux du 34e sommet arabe ordinaire ainsi qu'au 5e sommet arabe pour le développement économique et social. Le président el-Sisi a salué l'invitation et a exprimé son appréciation au président irakien et son premier ministre, assurant la profondeur des relations historiques qui relient l'Égypte et l'Irak, ainsi que les liens solides unissant les deux peuples frères. L'entretien a permis un échange de vues sur des situations en Palestine et en Syrie et les moyens de rétablir la stabilité régionale. Les deux parties ont souligné le caractère central de la cause palestinienne pour la nation arabe et le rejet catégorique de tout déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu aujourd'hui son homologue de la République des îles Comores, M. Ousmane Ghazali. Les deux chefs d'État se sont réunis en tête-à-tête à huis clos. La réunion a été suivie d'une séance élargie de pourparlers avec la participation des délégations des deux pays. Le porte-parole de la présidence a déclaré que les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et sur l'examen des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les deux leaders ont ensuite assisté à la signature de nombreux d'accords de mémorandums d'entente. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite des discussions, le président el-Sisi a affirmé son appréciation pour les profondes relations fraternelles historiques reliant les deux pays. Le chef d'État a indiqué qu'il a examiné avec son homologue comorien les perspectives de la coopération bilatérale et qu'ils se sont accordés sur la nécessité de déployer tout effort possible afin d'optimiser la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement et du commerce. Le président el-Sisi a d'autre part souligné que le gouvernement et les sociétés égyptiennes sont prêts à soutenir les plans de développement dans la République des îles Comores et à lui transmettre des expertises de l'Égypte dans le domaine du développement. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a donné ses directives au Conseil des gouverneurs et aux directeurs de sécurité dans les gouvernorats de la République pour optimiser leur coordination dans les importants dossiers. Au cours de la 7e réunion du Conseil des gouverneurs qu'il a présidé aujourd'hui, Dr Madbouli a souligné l'importance majeure de la coordination quotidienne entre les deux côtés à tous les niveaux, en particulier le dossier des infractions aux règles de construction et celui de l'empiètement sur le terrain agricole. La réunion du Conseil des gouverneurs s'est déroulée en présence de la ministre du Développement local, Dr Manal Awad, des gouverneurs, des directeurs de sécurité de gouvernorat, ainsi qu'avec la participation de nombre de gouverneurs par visioconférence. Passons aux territoires occupés où 45 Palestiniens ont été tués ce matin lors des raids israéliens ciblant diverses régions de la bande de Gaza.
Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que 2 citoyens ont été tués et d'autres blessés dans le sud de Gaza. Selon les chiffres diffusés du ministère palestinien de la Santé, au moins 52 500 morts dans la bande de Gaza, en majorité des enfants et des femmes, et plus de 118 000 autres blessés depuis le début de l'agression israélienne le 7 octobre 2023. Israël a rappelé des dizaines de milliers de réservistes en vue d'une expansion de son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza, selon les médias israéliens. L'armée d'occupation israélienne n'a ni confirmé ni démenti ces informations, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu, sous la pression de ses soutiens d'extrême droite, sans lesquels il perdrait sa majorité, multiplie les propos « va-t-en-guerre ». Depuis qu'Israël a mis fin le 18 mars à 2 mois d'une trêve dans la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, Netanyahou assure qu'une pression militaire accrue est le seul moyen de forcer le mouvement palestinien à rendre les otages, selon ses paroles. Le Qatar a rejeté fermement les déclarations provocatrices du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant qu'elles sont contraires aux règles les plus élémentaires de la responsabilité politique et morale. Benjamin Netanyahu s'en est pris au Qatar, qui mène avec l'Égypte une médiation en vue d'une trêve avec le Hamas et d'un accord de libération des otages détenus dans la bande de Gaza, l'enjoignant à cesser son double jeu et son double langage. Il a ajouté qu'Israël gagnera cette guerre légitime avec des moyens légitimes, semblant signifier ainsi la fin de toute négociation. Dans un communiqué, les Houthis du Yémen ont affirmé avoir ciblé l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv avec un missile balistique hypersonique qui a atteint sa cible avec succès. Les Houthis ont par ailleurs mis en garde toutes les compagnies aériennes internationales contre la poursuite de leur vol vers l'aéroport Ben Gurion, car il est devenu dangereux pour le trafic aérien. Dans leur communiqué, les Houthis ont fait état d'une autre attaque avec des drones contre une cible ennemie israélienne vitale dans la zone d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. L'armée israélienne n'a pas fait mention de cette attaque. En réaction, le ministre de la Défense Israël Katz a menacé de riposter à ce tir en frappant cette fois plus fort. Passons au Soudan. Le porte-parole de l'armée, le général Nabil Abdullah, a indiqué que les forces de soutien rapide de FSR ont ciblé ce matin la base aérienne d'Osman Dinia avec des drones explosifs, un entrepôt de marchandises et certaines installations civiles dans la ville de Port-Soudan. L'attaque n'a pas fait de victimes, a ajouté la même source, ainsi qu'un responsable de l'aéroport qui a confirmé l'attaque. Les vols vers et depuis Port-Soudan ont été suspendus selon le responsable gouvernemental tenu par l'armée. La ville de Port-Soudan, épargnée jusqu'à présent par les violences, abrite également des agences de l'ONU et des centaines de milliers de déplacés. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'une attaque vise cette ville située à plus de 600 km à l'est de Khartoum. Au Liban, la première phase des élections municipales et locales a débuté aujourd'hui. Il s'agit du premier scrutin électoral organisé dans le pays sous le nouveau gouvernement qui a pris ses fonctions après une guerre dévastatrice entre Israël et le Hezbollah. Le président libanais, le général Joseph Aoun, a exprimé sa confiance dans le succès de cet exercice constitutionnel lors de sa visite à la salle des opérations du ministère de l'Intérieur pour suivre le processus électoral. Cinq mois après l'annulation choc du premier tour de la présidentielle, la Roumanie est de retour aux urnes dans une ambiance tendue avec à la clé une possible nouvelle victoire de l'extrême droite. 11 candidats au total briguent un poste essentiellement protocolaire mais influent en politique étrangère dans ce pays, membre de l'Union européenne de 19 millions d'habitants, devenu un pilier essentiel de l'OTAN depuis la guerre russe de l'Ukraine voisine. Les bureaux de vote ont ouvert à 4h GMT pour une fermeture à 18h GMT. Les sondages de sortie des urnes seront publiés peu après. Crédité de quelques 30% des suffrages selon des sondages
à manier avec précaution. Georges Simeon mise à 38 ans sur sa jeunesse, sa rhétorique souverainiste et sa maîtrise de la plateforme TikTok pour espérer venger son désormais allié Kalem. Les concertations pour trouver un successeur au pape François se poursuivent au Vatican, où les cardinaux ont entamé leur 9e journée de congrégation générale. Ces réunions à huis clos avant le conclave qui débutera mercredi. Vendredi, plus de 180 cardinaux étaient présents à ces réunions matinales, dont plus de 120 électeurs âgés de moins de 80 ans et seront 133 électeurs à s'enfermer le 7 mai dans la chapelle Sixtine pour un conclave dont ils ne ressortiront qu'une fois un pape élu à la majorité des 2/3. Passons au sport où Barcelone a souffert pendant une mi-temps face à la lanterne rouge Valladolid, déjà relégué avant de l'emporter 2-1 et de tenir à distance son dauphin, le Real Madrid, en tête de la Liga. À 4 journées de la fin, le Barça compte 7 points d'avance sur son grand rival qui reçoit le Celta Vigo cet après-midi avant de se déplacer dans 8 jours à Barcelone pour le Classico retour. Ce succès obtenu dans la douleur grâce à des buts de Rafinha à la 54e minute de Fermín López à la 60e minute après l'ouverture précoce du score d'Ivan Sánchez Aguayo pour Valladolid. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.